Ce road trip, en fait, m'a fait juste me rendre compte que la haine que je pouvais avoir sur le monde, en fait, c'était juste une haine que j'avais envers WAM. Et tu sais, j'étais parti en me disant que la France était pas prête à moi. Et en fait, c'était moi qui n'étais pas prêt à être moi. Banh Mi, c'est le podcast qui explore le mélange des cultures occidentales et asiatiques. Je suis Bounaïmin et je suis en train de lire un message que madame essaie de me dire qu'il faut que je lise. Mais dans tous les cas, pose-toi avec nous et écoute ce qu'elle t'a préparé et ce que je vais essayer de ce qu'eux ils ont gardé au montage. Banh Mi, c'est le podcast qui explore le mélange des cultures occidentales et asiatiques. Banh Mi Podcast se déguste sur le pouce, entre amis ou en famille, à toute heure de la journée, pour partager un bon moment et échanger sur des parcours de vie inspirants liés à l'Asie. Banh Mi est un podcast créé et réalisé par Linda Nguyen et je vous retrouve un dimanche sur 2 pour un nouvel épisode. Pose-toi avec moi et écoute ce que je t'ai préparé. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la saison 2 de Banh Mi Podcast. On a la chance aujourd'hui d'être accompagné et filmé par Sébastien Kong et son équipe, Julie, Nicolas, Vincent et Cédric à la photo. Merci. Je tiens à remercier chaleureusement le Pullman Bercy de nous accueillir dans leur salle de cinéma MK2. Et surtout un grand merci à mon invité, que j'ai eu la chance d'aller voir en spectacle en 2015 à l'Apollo Théâtre avec Chinois Marrant. Okay. Puis en 2018 à Bangkok, à l'Alliance française, j'ai l'immense plaisir de recevoir Bounaïmin. Ouais, merci. Salut Boun, comment tu vas? Ça va, trop d'applaudissements pour quel accueil. Boun, tu es humoriste et comédien. On te découvre dans le Jamel Comedy Club. Tu fais tes premières parties de Boudère, puis tu écris et mets en scène ton premier one-man show en 2014. Chinois Marrant dans La légende de Bounaïmin. En 2019, on te voit dans Click TV, aux côtés de Mouloud Achour. Et tu lances aussi ton dernier spectacle, Le monde appartient à ceux qui le fabriquent, sur lequel tu es actuellement en tournée. Tu joues dans le premier long métrage de Mouloud, Les Méchants, et tu es l'un des rôles principaux dans le dernier Astérix et Obélix, L'Empire du Milieu de Guillaume Canet. Sur la tournée de Le monde appartient à ceux qui le fabriquent, à chaque fin de spectacle, je l'ai vu parce que tu es accompagné et filmé par Sébastien, tu reçois une standing ovation partout où tu joues. Comment tu expliques cet engouement, cet amour du public ? Moi, je pense que c'est surtout parce que c'est un spectacle qui dure 23h12 et qu'ils veulent juste partir, les gens. Non, mais on te voit quand même à plusieurs reprises où tu es ému, où il y a une vraie connexion qui se passe entre toi et ton public. Et je pense qu'il y a une espèce de générosité dans ce que tu dis et dans ce que tu as écrit, où tu te livres par rapport aux autres spectacles, aux autres sketchs que tu as pu faire, où tu te livres un peu plus, où il y a beaucoup plus de choses personnelles. Et je pense que les gens se retrouvent dedans. Je ne sais pas ce que tu en penses. Tu sais, moi, je ne peux pas être dans la tête des gens. Donc, je ne sais pas pourquoi ils se lèvent. Je ne sais pas pourquoi il y a toutes ces démonstrations. Par contre, je suis très heureux et fier de faire ce spectacle-là, parce que le premier, c'était un spectacle qui était basé sur le paraître, c'est-à-dire cette quête d'amour et cette quête de ce combat contre le regard de l'autre. Et là, le deuxième, il est plus sur ce combat de ce regard qu'on peut avoir sur soi-même. Et ce besoin d'acceptation et d'être à sa place, en fait. Donc peut-être que oui, peut-être que c'est les standings que je reçois et cette dose d'amour que je reçois à la fin de mes spectacles, c'est juste un retour de l'amour que j'essaie de donner aux gens en montrant que j'apprends à m'aimer moi. Est-ce qu'avant tu t'aimais moins ou pas ? Je pense qu'avant je m'aimais mal. Et je pense que beaucoup de gens s'aiment mal.
parce qu'ils sont coincés dans ces dictates sociaux. On a toujours du mal à s'identifier en tant qu'individu, déjà juste dans une fratrie. On a déjà du mal à être aimé par ses parents, à comprendre aussi que quelles que soient les relations que tu peux avoir avec tes parents, en vrai, c'est parce que tu vois comment l'amour est montré dans les séries télé, avec tes potes, que tu compares en fait. À force de baser une société sur la comparaison, et ben du coup, cet amour propre, et ben il est très très dur à trouver et simple en même temps. Qu'est-ce qui t'a permis de te détacher de cette comparaison et de te retrouver toi, de peut-être tomber amoureux de toi et d'avoir cet amour propre pour toi? Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui t'a permis de toucher ça et d'en parler justement? Je pense que c'est la somme de toutes les rencontres, les discussions, des livres que j'ai pu avoir dans ma vie, quoi. Parce que en vrai, c'est un combat de tous les jours, hein, de s'aimer et de pas seulement être ce que les autres aimeraient que l'on soit et pensent que l'on est, pensent que l'on doit faire. Et tu sais, la liberté, en fait, dans toutes les religions, en fait, l'humain a été créé et avec le libre arbitre. Et je pense que c'est le pire et meilleur des pouvoirs, le libre arbitre. Pourquoi le pire? Parce que c'est comme dans Spider-Man, quand Oncle Ben il vient le voir et qu'il lui dit un grand pouvoir entraîne des grandes responsabilités. C'est que chaque acte, chaque parole a des conséquences envers l'autre en fait, envers l'environnement et envers soi-même. Donc arriver à aligner la pensée, l'âme et l'acte, c'est très très compliqué. Ça demande du temps. Ça demande vraiment du temps, quoi. Tu sais, tous les jours, je suis en train de m'émerveiller de la beauté de ce monde, en fait. Et même de la beauté de cette putain de machine. Comment est-ce que tu es passé diplômé d'une licence d'informatique à jouer devant des milliers de personnes en France, au Maroc et en Asie? Et en Afrique, et en Amérique, ouais. Et bientôt au Groenland. Je prépare un spectacle pour les pingouins, frère. Ça, moi, ils ne pourraient pas applaudir, bande de bâtards, il n'y a pas de main. C'est quoi la question? Comment est-ce que tu passes d'un diplômé d'une licence d'informatique à être sur scène et à jouer sur plusieurs continents comme ça? Juste avec la conviction que entre chaque humain, il n'y a aucune barrière. J'ai l'intime conviction qu'on est tous les mêmes et on fait partie d'un tout en fait. Donc que vous soyez, qu'on soit 7 dans cette pièce ou que je sois tout seul ou qu'on soit des milliers dans une salle, l'important en fait, c'est que le moment soit appréciable et agréable. Et qu'est-ce qui t'a donné la force d'oser en fait? D'oser te dire ouais, demain je suis humoriste, je vais le faire, je vais être sur scène, alors que... Enfin, c'est quoi l'impulsion en fait? C'est quoi d'où t'as eu toute cette force? Parce qu'il y en a, je pense qu'il y a pas mal de jeunes qui voudraient faire ce que tu fais, le métier que tu fais, mais qui ne se donnent pas
le courage d'y aller parce qu'ils se disent que c'est risqué en fait. Et toi, tu as risqué tout ça. En fait, juste naître, c'est risqué, en vrai. Tu vois, dès que tu nais, en fait, t'es une proie. Heureusement que t'as tes parents, heureusement que t'as les autres qui te permettent de survivre. Tu sais, quand un bébé pleure à la naissance, c'est la douleur de la première respiration. C'est la douleur du monde extérieur. Et donc oui, chaque seconde est un compte à rebours en fait pour la fin. Donc oui, juste vivre, c'est risqué. Donc autant en rire en fait. Qu'est-ce qui t'a donné le goût de l'écriture et de faire du stand-up? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans ton enfance, dans comment tu as grandi, qui t'a donné envie de faire tout ça? En fait, je pense qu'un des plus gros déclics que j'ai eu, ça a été l'accident de mon frère, que mon frère soit paralysé, et de me dire que peut-être que lui, il avait des rêves et qu'il n'a pas pu juste essayer. Donc ça, j'ai eu ce déclic quand j'ai eu 16-17 ans, tu vois. Mais laisser, ça fait peur. Parce que à l'école, tu vois, on t'apprend déjà à faire des brouillons avant de rendre des copies. Et donc, tu sais déjà que avant d'être noté, comparé, il faut faire des essais. Il faut faire des trucs. Mais un brouillon, ça jette un essai, un temps que tu passes, un échec, eh ben, ça se jette pas. Ça reste gravé dans l'âme, dans le corps, partout, en fait. Dans le souvenir des autres, tu vois. Il m'arrive de revoir des personnes qui me disent « Ah ouais, putain, je t'avais vu là-bas, t'as bidé ta mère. » Tu vois. Et putain, ouais, tu sais, il y a encore pas longtemps, tu sais, je suis repassé devant une cage d'escalier où je dormais il y a 10 ans, et j'ai fait « Waouh ! Ah ouais !» Et même si tu oublies, en fait, ça existe encore, quoi, les essais. Alors que ton brouillon de ta dissertation ou de ton truc de maths, eh ben voilà, c'est jeté, c'est à la poubelle, et maintenant ça existe dans l'estomac d'un poisson. Et un jour tu le remanges, ce poisson. Ouais, c'est sans fin, c'est un cycle. C'est un cycle sans fin. C'est un cycle sans fin, ouais. Alors, Banmi, c'est le nom du podcast. Et Banmi, c'est le podcast qui explore le mélange des cultures occidentales et asiatiques. Toi, Boun, de quelle manière tu es rattaché à l'Asie? Déjà par mes parents, par mes grands-parents, par le regard des autres. Et donc, et puis je pense qu'on est tous rattachés par l'Asie, à l'Asie en vrai. Si, parce qu'en vrai, nous sommes on est que la somme des problèmes de nos parents, qui sont eux-mêmes la somme des problèmes de nos arrière-grands-parents, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et nos problèmes, en plus d'avoir des problèmes des autres, de nos ancêtres, dans nos gènes. Tu vois, c'est juste le mot gène. Tu vois, c'est les deux trucs en même temps. C'est-à-dire que t'as déjà des problèmes dans tes chromosomes. Mais oui, ouais. On essaie de résoudre ces problèmes avec des solutions que les autres te donnent. Et en vrai, moi je pense qu'une des clés de ce problème, c'est la communication avec soi-même, en fait. Parce que c'est toujours les gens qui te disent, quand tu as des problèmes de couple, c'est toujours ta pote célibataire ou ton pote que tu as qui dit hey, moi à ta place. Mais nique ta race, en fait. Et tous les gens, en fait,
Ils essaient de penser à ta place. Mm. Ou ils te disent quoi faire à ta place. Mais non. Personne n'est à ta place. Mm. Déjà, trouve-toi ta place. Et moi, j'ai eu cette chance-là. C'est de trouver où c'est que j'étais réellement en vie. C'est sur scène. Sur scène, c'est incroyable, en fait. À partir du moment où je mets un pied dans cette lumière, j'ai l'impression qu'il y a cet alignement entre mon âme, mon corps et mon esprit, quoi. Et c'est pour ça que ce confinement m'avait tellement fait mal. Parce que tous les vues, tous les likes, tous les ne remplacent pas ce lien incroyable qu'est le temps que tu partages avec d'autres. Et pas avec ce truc d'écran là. Parce qu'on s'en rend même pas compte, parce qu'on est habitué maintenant. Mais une voix, c'est une voix. Quand tu téléphones à quelqu'un, ta voix, elle est changée en signaux électriques qui traversent l'univers, qui replacent comme ça, et qui est recodé en truc. Et donc du coup, il y a de la transformation. Et surtout la transformation énergétique, en fait. Donc, peut-être que c'est pour ça que les gens se lèvent pendant mon spectacle. C'est que ils ressentent à la fin toute l'énergie qu'il y avait dans la pièce. C'est toute la générosité que tu peux leur donner et tout l'amour que tu leur donnes par ce que tu transmets. Non seulement par tes mots, mais surtout par l'énergie que tu leur donnes, en fait. En fait, c'est surtout l'énergie que je me donne. C'est, tu sais, ce serait tellement... et je trouve que c'est hypocrite de dire que tu montes sur scène pour les gens. C'est moi, je monte sur scène d'abord pour moi. Je donne de l'énergie aux autres parce que j'ai besoin d'évacuer cette énergie-là. Parce que, oui, ouais. Tes parents, ils ont fui le génocide des Khmers rouges. Et tu fais partie d'une famille de 5 enfants. Tu deviens aujourd'hui l'un des humoristes les plus suivis des Français. Est-ce que tes parents ont compris tes choix de vie et qu'est-ce qu'ils pensent aujourd'hui de ce qui t'arrive? En fait, mes parents, ils n'ont jamais réellement compris ce que je faisais. Ils savent que, entre guillemets, je travaille. Mais ils savent juste que je suis heureux. Et c'est ce que m'a dit mon père, quoi. Il m'a dit que tu sois clochard, que tu sois millionnaire, promets-moi d'être heureux. Et j'ai essayé, et j'essaye encore de continuer d'être sur cette quête du bonheur, en fait. C'est une chance d'avoir un père qui puisse te dire ça. Parce que parfois, tu as des parents qui vont te dire moi, je veux juste que tu gagnes de l'argent, que tu fasses des sous, et limite, la question d'être heureux ou pas, ça passe au-delà, tu vois. Oui, mais après, tu peux être heureux en gagnant de l'argent. Si c'est ça ton kiff, en fait. Tu vois. Donc, c'est là où c'est ta propre quête à toi et pas celle de tes parents. C'est te dire qu'est-ce qui te rend heureux, toi. Et tu vois, mais voilà, c'est quand mon père, il a fait les 3-8, il s'est cassé le dos pendant 30 piges. Il était heureux. Il est heureux. Parce que il voit, nous, qui avons une chance de survivre. Mon grand frère ne peut pas bouger de son lit, de son fauteuil. Mais il est heureux parce que, quoi, je pense. Et c'est la première chose que je fais quand j'arrive, quand je les retrouve. C'est vous êtes heureux? Je ne demande pas comment ça va. Je dis, vous êtes heureux là en ce moment? Le bonheur c'est tellement éphémère.
Comme la vie. Il y a quelques années, tu fais une pause et tu décides de faire un road trip en Asie. Ouais. Pourquoi tu as ressenti ce besoin? La dépression. Tu sais, quand tu sais, la dépression ou ce moment en fait où tu te dis que t'es pas à la bonne place, ou t'es pas avec les bonnes personnes, ou tu ne vis pas ce que toi tu as dans ta tête, eh ben tu te décales de la vie. Et ce road trip en fait m'a fait juste me rendre compte que la haine que je pouvais avoir sur le monde, en fait c'était juste une haine que j'avais envers WAM. Et tu sais, j'étais parti en me disant que la France était pas prête à moi. Et en fait, c'était moi qui n'étais pas prêt à être moi. Donc c'est vrai qu'après ce road trip, où je me suis retrouvé seul à marcher, à galérer, à rencontrer des gens, à parler plein d'autres langues, et ben, je me suis rapproché de moi-même. Et c'est là que, avec les mêmes blagues, je faisais un tout autre travail sur les autres, en fait. C'est à ce moment-là que tu t'es rencontré, que tu t'es re-rencontré. C'est à ce moment-là que j'ai surtout accepté que j'étais pas si exceptionnel que ça. Tu pensais que tu l'étais? Oui. Pourquoi? Parce que quand j'arrive sur Paris, bah déjà quand je te dis dans une fratrie, il faut que tu dises que tu es exceptionnel pour exister dans une fratrie, pour te dire que t'es pas comme ton frère, ta soeur, voilà, pour juste exister dans ce mini écosystème, tu vois. Quand je suis arrivé à Paname, j'étais le seul asiatique avec Fred, tu vois. Je pensais être le seul asiatique, mais dans ma tête, dès que je suis arrivé à Paris, je me suis toujours dit, il faut que je sois le meilleur parce qu'il y a peut-être un autre Asiate qui, comme moi, est en train de réfléchir à des blagues, à réfléchir à des rythmes, à réfléchir à plein de choses pour aller sur la même voie que moi. Les gens me disaient, oui, c'est ouf en fait. Tu sais, tu viens de province, tu arrives avec des blagues, tu sais, d'un autre monde, parce que juste, je suis de province en fait. Et je suis asiatique. Donc, quand les gens te font croire que tu es exceptionnel, ben, tu commences à trop y penser en fait. Et à trop les croire et à trop croire que tu es exceptionnel, et ben tu chopes la grosse tête et ça va avec. Tu es déconnecté de la vraie vie en fait. Donc oui, quand tout le monde te suce à tes côtes et que tu as l'impression que tu n'as pas la vie qui va avec ce nombre de suçages, eh ben, t'es décalé et tu fais une dépression. Et c'est pour ça que je trouve ça très très dangereux, ce Instagram, télé-réalité et vraie vie en fait. Parce que maintenant là, maintenant, il y a toute une génération qu'on est en train de créer qui est en décalage complet entre le lien là et le lien ici, quoi. Comment est-ce qu'on pourrait remédier à ça, à ton avis? Un grand reset. Poutine, il travaille, hein, t'inquiète. Non, on peut pas y remédier en fait. C'est, tu sais, tu me parlais de cycle. Je pense que nous, avec notre vision à très très court terme, on se dit, mais mec, c'est fou ce qui est en train de se passer. Mais qu'est-ce qui nous prouve que ça ne s'est pas déjà passé il y a 3 4 000 ans, il y a 100 000 ans. Tu sais, l'humanité a plus de 7 millions d'années d'histoire.
qu'est-ce qui nous prouve qu'il n'y a pas des humains qui, avant nous, avaient déjà ces problèmes-là? Mais par contre, il y a un que truc, c'est que la fin d'une civilisation a toujours été précédée par la disparition du langage. On a simplifié les mots jusqu'à en faire des dessins, que ce soit chez les Mayas, que ce soit chez les Égyptiens. Et ce qu'on vit aujourd'hui, là, cette... parler avec des émoticônes, ça va faire disparaître la pensée, en fait. Parce que émoticône, c'est émotion et icône. C'est tu ne communiqueras avec l'autre que par les émotions. Et c'est important, les émotions. Mais les émotions doivent passer par la pensée. Parce que, mec, tous autant qu'on est, on a eu tous des idées incroyables. Des émotions qui te font dire « Ah putain, là j'ai envie de tuer tout le monde. Là j'ai envie de te planter un truc. Là j'ai envie de t'écorcher, etc. » et tout. Mais cette émotion, cette pensée, elle passe pas par l'acte. Parce que on a cette raison. Et enlever la raison, donc la réflexion, ce temps de pause, par cette instantanéité-là, eh ben, oui, c'est la fin d'une civilisation, quoi. Tu as aussi fait une tournée en Asie, ouais. à Hong Kong, Singapour, Shanghai et Bangkok, c'est là où je t'ai vu en spectacle. Qu'est-ce que tu as pu observer là-bas en jouant là-bas? Est-ce qu'il y a des choses que tu as vues dans ces pays que tu ne voyais pas forcément en France ou ailleurs? Déjà, en Asie, j'ai vu dans la circulation la symbiose. C'est-à-dire que ce soit au Vietnam, en Thaïlande ou au Cambodge, tu as des véhicules qui circulent comme des insectes, comme des putains d'abeilles, En fait, t'es comme ça, tu te dis « What the fuck ?» Il n'y a pas de code de la route. Et en fait, le code de la route, c'est eux qui le font. C'est un désordre organisé, un peu. Bah, parce que c'est ça la nature. C'est ça la vie, en fait. Tout est bien organisé, en vrai. Et tu vois, c'est un truc c'est la même année, en fait, où je suis allé jouer en Afrique, et après où j'ai fait ma dépression et je suis allé en Asie. Où un Ivoirien en bord de mer me dit, tu sais, Dieu a créé le temps, c'est l'humain qui a créé la montre. C'est-à-dire que, oui, à vouloir contrôler les choses, c'est là que tu te perds. Parce qu'il n'y a rien de plus hypocrite qu'un humain. On a tous fait des recherches sur Google, sur Pornhub, tellement dures. Et on croit qu'on est tout seul à le savoir. En vrai, Google, il sait. Apple, ils savent. Ils savent que toi, fils de timbre, t'aimes niquer des chiens, tu vois. Parce que, ouais, ils ont cette information-là. Et moi, c'est ce qui me fait peur, en fait. C'est de me dire que tous ces signaux électriques là qui existent là, ils existent quelque part dans un cloud. Mais ce cloud appartient à quelqu'un. Et qu'il a toutes tes données. Et qu'il peut faire ce qu'il veut de toi parce qu'en fait, il sait ce que tu aimes pas, ce que tu vas faire. Il sait ce que tu penses. Il peut prévoir ce que tu penses. Tu vois, l'écriture intuitive, là, le T9, comment ça rend fou de se dire que tu n'as même pas besoin de finir un mot, que ton mot est déjà écrit, en fait. Et ouais. De te dire que quelque part, il y a quelqu'un qui va plus vite que tes doigts. J'ai regardé le spectacle de Ronny Cheng, qui est un humoriste qui est aux États-Unis, mais d'origine malaisienne. Et c'est ce qu'il disait. Il disait que demain, Amazon te proposera quelque chose que tu n'auras pas envie, mais qui pense que tu auras envie. Il l'anticipera avant toi. Oui, mais parce que, de toute manière, tu sais, les besoins,
C'est eux qui les fabriquent. Mm. En vrai, on a besoin de air. Hein. On a vraiment besoin de air. Mais oui, oui. C'est les autres qui fabriquent tes besoins. Donc oui. Évidemment. Tu te dis, ah ouais, putain. J'ai acheté un couteau qui fait une fourchette. Tu es trop content. Parce que tu l'as vu sur une pub sur Instagram. Comme un connard. Moi, je suis un Yankee. Hein. Je vois une pub de trottinette, j'ai 3 trottinettes électriques chez moi. Alors que j'habite dans une pente sa mère et que ouais, j'ai pris une fois, j'ai fait une terrasse. Mais oui, oui. Comment toi, tu arrives à équilibrer le fait que, et en même temps, tu observes tout ça, et ça te fait peur, et tu as envie de te détacher de ça, mais qu'en même temps, tu fais partie de... T'es une proie, en fait, de ce système-là. Et que toi-même, tu le dis, tu achètes, en fait. Ouais. Comment tu arrives à équilibrer? J'ai des potes, donc j'achète des trucs et je leur offre des trucs qui servent à rien. Ils croient que je les aime, mais en fait, non. C'est des poubelles, mes potes. Non. En fait, j'ai peur, mais c'est parce que j'ai peur que j'y vais. Parce que c'est la meilleure façon, en fait, de domestiquer la peur. C'est de comprendre qu'elle servait à rien. Donc j'ai peur de cet ultra consumérisme et de cette utilisation possible de toutes ces données. Mais il faut que j'y aille pour comprendre comment ça marche. Et comme il a fallu que je vienne à Paris pour comprendre comment ça marche la scène, il a fallu que je monte sur scène pour comprendre ce que c'est que de faire rire quelqu'un ou quoi, plein de gens. Il faut vivre les choses pour les imprégner dans le corps et pouvoir s'en resservir plus tard. Tu sais, on parle d'Asie, mais c'est ça le tai chi. Retourner la force de l'autre, en fait. Et se dire juste que c'est qu'un cycle. Donc si ça te fait peur, prends. Et retransforme-le. En mars 2022, tu annonces que tu es éligible aux Molières dans la catégorie humour. Et en 2023, tu seras sur les grands écrans dans le dernier Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu de Guillaume Canet, je l'ai dit en introduction. Est-ce que tu sens qu'il y a, de toutes tes années là où tu es à Paris, sur la scène, en tant que comédien aussi, à la télé, au cinéma, est-ce que tu sens qu'il y a plus de représentation aujourd'hui dans ces milieux-là? De représentation, c'est-à-dire? De représentation asiatique, par exemple? Ah, ok. Pas plus que ça. Parce que j'ai jamais fait de... Tu sais, pour moi, un mec qui monte sur scène, une meuf qui monte sur scène, c'est juste un humain. Point. Un gars qui va à la télé, etc. Et tout. J'ai jamais vu de couleur, ni de sexe, ni d'âge aux gens, en fait. Donc, toutes ces personnes qui me parlent de représentativité, j'ai envie de leur dire, mais c'est parce que toi, déjà, t'es en représentation. Donc, si toi, tu penses que dans ta vie, tu es déjà en représentation, tu es dans ce costume de noir, d'asiate, de banlieusard, de pauvre, si tu es déjà dans ce costume-là et que tu veux faire partie de la comédie sociale, ben, tu es perdu, en fait. Parce que oui, sois d'abord un humain, frère. Tu vois, c'est les discussions que j'ai eues avec Blanche Gardin quand elle écrivait son premier spectacle, que les gens lui reprochaient de dire, attends, une femme ne peut pas dire ça c'est trop trash, etc. et tout. Mais niquez-vous, en fait. C'est pas une question qu'une femme ne peut pas dire ça. C'est qu'à un moment, le monde est trash. On va montrer le monde comme il est. Parce que les gens disent que on fait de l'humour qui fait réfléchir. Mais en fait, on fait juste que montrer le monde tel qu'il est avec une toute petite déformation. Réfléchir, c'est un miroir, en fait. Je t'ai vu à l'Européen aussi. Ok. L'année dernière.
faut que tu arrêtes de me suivre. Hein. Ouais, je suis un peu ton... je suis ton ombre, mais tu le sais pas. Elle a un abonnement, sa mère. Tu as plus vu que ma mère. C'est incroyable. Et comme je disais au début, tu évoques des choses très personnelles, notamment ton psoriasis. Est-ce que la scène, c'est ton exutoire, ta zone de confort, ton confessionnal? Comment tu vois, genre à partir du moment où tu rentres sur scène? En fait, c'est surtout une façon de me dire que, déjà, quand j'écris une blague, ou quand je trouve une blague, ça me permet de l'accepter. Et moi, accepter, par exemple, ça, une des premières blagues que j'ai sorties, ça a été de dire les Chinois, on en a toute petite. C'est vrai, c'est sur le plan économique, on a niqué le monde entier et personne n'a rien senti. Et cette blague-là, je crois même la toute première blague que j'ai écrite, c'était quoi que j'ai trouvé en tournée avec Boudère, parce qu'on jouait dans un amphithéâtre d'étudiants, où je disais un Chinois, un micro, il y avait un écran derrière. Est-ce que c'était une soirée karaoké? Eh ben, en fait, je me dis juste que avoir trouvé cette blague-là, eh ben, peut-être qu'il y a des gens qui sont déjà retrouvés dans cette situation. Parce que là, dans cette pièce, il y a des gens qui ont des petites bites. Et ils ne savent pas comment en rire, en fait. Dans cette pièce, il y a des gens qui ont des grosses bites. Et ils ne savent pas comment en rire. Parce que, oui, c'est chaud pour un Renoir avec ce cliché de t'es un animal, en fait. Parce que ça a été ça, le Queutru. C'est qu'on les a cantonnés à ce côté animal. Juste, il a une bite d'humain, et ben, il vit aussi avec ce problème-là, cet enfermement-là. Et donc oui, tu me dis que la scène, c'est un exutoire. Je me dis juste, moi, le rire, c'est un exutoire. Le rire te permet de... décomplexifier plein de choses. Le rire, c'est cette clé-là, de cette cellule où les autres te mettent, en fait. Où les situations te mettent. Où ce corps te met. Tu le dis dans un de tes posts, « Je ne suis qu'un enfant dans un monde qu'il ne comprend pas et qui essaie d'en rigoler. » Est-ce qu'aujourd'hui, tu comprends un peu plus le monde dans lequel tu es? À un moment, j'ai cru le comprendre. Et c'est parce que j'ai cru le comprendre que j'ai failli faire un burn-out. Parce que quand je me suis rendu compte que les possédants, parce qu'il n'y a pas de racisme en fait, il n'y a qu'une classification sociale. Et quand je me suis rendu compte en fait que il n'y avait pas un monde, mais des mondes qui s'entrechoquent, se mêlent, et qu'il y a un monde qui appartient déjà à des gens, et ben, je me suis dit, mais comment faire pour changer tout ça, quoi? Comment faire pour changer tout ça? Et il a fallu que je redescende parce que j'avais une vision tellement macroéconomique que c'était trop fou, en fait. Donc là, je suis en train de le changer en microéconomie. Comment? Déjà, vu que j'ai pas mangé, je profite de vos dragibus. Donc, c'était vous les possédants, mais je me suis servi. Et là, je fais un peu plus attention à mes habitudes de vie, à ma consommation. Tu vois, c'est con, hein, mais juste le mot consommer, si tu le découpes, c'est on te somme à être con. Tu vois. Et peut-être que oui, peut-être que le vrai acte politique est vraiment faire de la politique en fait, c'est juste agir. Parce qu'on peut
changer le monde juste en se changeant nous-mêmes. Là, tu vois, là, je suis qu'avec des vieux vêtements, des friperies, ouais. Pourquoi jeter tout? On peut tout recycler. Là, je suis en train d'essayer de réfléchir à une marque de vêtements en chanvre qui va s'appeler H&M et où tu pourras fumer tes manches. Parce qu'en vrai, le chanvre, c'est cette putain de plante qui peut tout faire. Tu peux t'habiller avec, la fumer, te soigner, construire des maisons, faire des trucs, des briques avec. Et tu sais, en fait, avec le Covid, je me suis rendu compte que, tu sais, donc, toute cette industrie de la santé, là, ce qu'on voit en plus avec Orpea, les EHPAD et tout, au moment où tu privatises la santé, c'est à ce moment-là que tu te rends compte que la vie a un coût. Et c'est chaud, en fait. C'est chaud. Que chaque vie a un prix. Donc oui, j'ai commencé à étudier un peu la botanique, la chimie, et tu sais, te rendre compte, en fait, que, oui, quoi, que toutes les molécules qu'on te vend en pharmacie, toutes les molécules tous les produits qu'on t'injecte dans les hôpitaux ou que tu vas voir chez les médecins, en vrai, ils sont gratuits. Partout. Dans l'alimentation. Et tu vois, je pense que c'est pour ça qu'il y a cette grosse différence. Ces deux blocs. On parle de guerre froide entre l'Occident et le communisme. On parle de... Mais oui, il y a cette différence-là. Parce que dans la médecine asiatique, on enlève. Nous, on rajoute en Occident. Tout est dans la nature et tout est durable, en fait. Tout est à disposition. Réellement, tout est à disposition. Et c'est ouf quand tu réfléchis à la Bible, où Dieu a créé Adam et Ève, et il leur a dit, tout est à disposition, prenez tout. Sauf ce fruit, qui est la connaissance. Parce qu'en vrai, la connaissance, quand tu regardes, c'est juste la connaissance, c'est-à-dire connaissance. C'est-à-dire que tu vois qu'il y a une deuxième personne. La première chose qu'ont fait Adam et Ève quand ils ont mangé la pomme, c'est cacher leur sexe. C'est avoir honte. Et depuis, entre guillemets, tu sais, cette histoire, on ne sait pas si elle est vraie ou fausse, tu vois, mais avoir la connaissance de l'autre, c'est se comparer et laisser passer l'ego. L'agriculture, l'élevage, se dire que ce terrain m'appartient, c'est pas le tien, frère. Donc ce qui est là, c'est à moi, ça va me servir à moi, pas à toi. Et oui, bien, tout est à nous. Le monde nous appartient. C'est comme tu le disais, on n'est pas dans le même bateau, on est le bateau. Ah, je t'ai dit ça? T'as dit ça dans un de tes posts. Ah, des fois, je pose des trucs marrants. Ouais. Tu annonces à ton public que c'est ton dernier spectacle. Du coup, c'est quoi tes prochains projets? Mon prochain projet, là, que je suis en train de lancer, c'est le Boonistan et le Booncoin. Qu'est-ce que c'est le Boonistan? Tu peux nous en dire plus? Bah, ça serait le premier pays qui finit en stan, où les gens aimeraient aller. Parce que tu sais, les frontières, en fait, c'est que des lignes qui ont été tracées par les possédants, par d'autres êtres. C'est que des lignes qui bougent au fil des années. Et moi, je me dis juste que on est capable de créer un pays. Moi, je pense plus à une nation. C'est juste des êtres humains qui ont les mêmes valeurs. Et la valeur que je compte mettre en avant, c'est la liberté. Donc l'étendard de ma nation, c'est liberté, égalité, crypto-monnaie.
Parce que beaucoup de gens se méfient de la crypto-monnaie parce qu'ils voient que le côté que les médias veulent donner sur le spéculatif, les gains, les pertes, les ça. Mais en vrai, ce qui est ouf avec la crypto et la blockchain, c'est ce registre où tout est écrit. C'est-à-dire que c'est la confiance totale en l'autre parce qu'il y a la transparence de l'autre dans l'anonymat. Parce que c'est crypto. Tout est codé, en fait. Ce qu'il n'y avait pas avant et même maintenant avec la monnaie. Exactement. Parce que là, depuis des millénaires, en fait, la monnaie est basée sur la confiance envers les banques, envers le FMI, envers les institutions. Et cette confiance-là, en fait, confiance sans transparence, c'est qu'il y a un problème, en fait. Parce que tu peux faire confiance à ton mari. Mais s'il te dit, tu prends ton téléphone et tu te fais, eh non, oh, il y a un problème là. Moi, tu me laisses pas regarder le texto que tu viens de regarder. Il y a un truc, tu vois. Là, aujourd'hui, on n'a aucune transparence sur tout. Tout. Où sont passés, qui a payé ces milliards de doses qu'on a achetées. Où sont ces doses? Qu'est-ce qui nous prouve que lors des élections, il y a réellement 52% des voix? Ils sont où les bulletins? Est-ce qu'on peut les voir? Est-ce que quelqu'un peut les compter là, devant moi? Non. Avec la crypto, tu peux. Tu regardes parce que c'est un dossier. Et clac, chacun peut regarder. Donc oui. J'espère pouvoir créer à ma petite échelle juste un petit monde, quoi. C'est-à-dire que le Bouddhistan, déjà, il va commencer par WAM et quelques amis. Et peut-être que dans 2-3 ans, on sera 10, 15 à utiliser ma monnaie entre nous. Et peut-être qu'on sera 100 dans 10 ans. Et qui sait où c'est que ça sera dans 2-3 générations. Parce que ça a été exactement comme ça dans ma carrière. C'est que j'ai compté que sur l'humain. Je suis pas allé à la télé dire hey, allez voir mon spectacle. Je suis pas allé tomber d'un décor penché. Je suis pas allé faire semblant d'être ami avec des gens et faire action, couper, ouais, fils de pute, non. J'ai juste compté sur la scène et me dire que, ouais, ok, ce soir on est 4 dans la salle, mais peut-être que c'est 4, la semaine prochaine, on va être 6, parce qu'il y en aura 2 qui auront parlé à leurs potes et qui les auront ramenés. Et alors oui, ça a été long, tu vois. J'ai 15 ans de scène derrière moi, et mais ça a été bon. Parce que je rigolais tous les jours. Et comme c'est ton dernier spectacle, comment est-ce que tu vas garder ce lien-là avec ton public que tu aimes tant en fait avoir? Parce que c'est pas mon public, c'est des gens. Donc peut-être que parmi les millions de personnes qui me suivent sur les réseaux, peut-être qu'il y aura des milliers qui ne me suivront pas dans mon histoire, mais c'est pas grave. Moi, je compte sur 1%. Je me dis juste que là, sur 1 million de personnes, si juste j'ai 10 000 qui sont là quand je lance ma crypto et avec qui je peux échanger, ça me suffit. Ça me suffit amplement pour me dire que je suis heureux pendant les 40 prochaines années de ma vie. T'as 10 000 personnes avec qui tu peux parler. C'est ouf, en fait. Parce que là, nos téléphones, tu regardes, on a 200, 300, 500 contacts. Mais qui t'appelle vraiment? T'as un numéro parce que tu l'as appelé une fois. Et il est là pendant des années. C'est
c'est le dernier spectacle, mais peut-être qu'il y en aura un autre, tu vois. C'est mon dernier spectacle à ce moment-là. Parce que toute cette vie est un spectacle, en fait. Comme je t'ai dit, on est tous là à jouer notre rôle qu'on a accepté du jour. Voilà. Est-ce que tu as des conseils que tu donnerais aux gens qui te suivent et qui aimeraient, tu vois, genre être sur scène, comme toi tu l'as fait? Fais-le. Fais-le. Une blague n'existe que quand elle a été entendue. Un rire n'existe que quand une blague a été comprise. Ça sert à rien d'envoyer des textes à tes potes. Ça sert à rien de jouer devant tes amis. Ça sert à rien d'écouter les conseils des autres. Parce que, de toute manière, tous les conseils qu'on peut te donner, c'est des conseils. Ça rend con. Ne les écoute pas. Écoute-toi, apprends. Une vie, c'est long, ça vient. Et c'est court en même temps. Donc oui, juste fais-le. Fais-le. Tu as créé aussi BHM TV. Oui. Ouais. Tu fais de la concurrence à BFM, c'est ça? Je ne fais pas la concurrence à BFM. C'est BFM qui se concurrence elle-même. Ouais. Oui. C'est quoi BHM TV? Tu peux nous expliquer? Ben, tu vois, BFM TV, en fait, BFM TV, hein, c'est de l'info en continu. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'elle se concurrence elle-même parce qu'à force de donner que des informations, t'es redondant. Une information n'est plus aussi importante que l'autre. C'est un buzz, chasse le buzz, en fait. Donc, c'est le serpent qui se mange la queue. Et elle va mourir, BFM TV. BHM, c'est un média que j'ai envie de créer où je me dis que ce sera de l'impro en continu. C'est-à-dire que je suis en train de créer un site impiratable et donc qui n'appartient pas aux GAFAM, donc Twitter, Facebook, etc. Donc on ne pourra pas le couper. Ou je laisserai la liberté déjà à moi, la liberté de parole, et je donnerai aux gens qui ont envie de partager quelque chose l'espace pour venir partager quelque chose. Et même si on est peut-être, allez, on va dire 15 au début, ce sera déjà plus que 1. Donc, step by step, petit à petit. Donc oui, je ne concurrence pas BFM. Je suis sur mon propre chemin de me dire, ben, viens. Moi, j'ai un petit navire là, mais il y a de la place. Je suis pas Rose de Titanic. J'ai dit, allez, viens. Viens, Jack. Il y a de la place sur cette planche. Et on va survivre tous ensemble. Et construire aussi ensemble quelque chose. Ouais. Parce que c'est la base de l'impro, en fait. L'improvisation théâtrale, la seule règle, c'est oui et. Accepter ce que te dit l'autre, accepter qui est l'autre, accepter le rôle qu'il a à ce moment-là, sa proposition, l'accepter, y réfléchir et proposer encore une autre chose. Et ouais, c'est à force de oui et qu'on fabriquera un autre monde. Banh mi, c'est le nom du podcast. Est-ce que tu manges des banh mi, Boone? Oui, évidemment. Qu'est-ce que tu aimes dans le banh mi? J'aime le mélange des textures, en fait. C'est croustillant, c'est frais. Il y a un peu de viande sans être de la vraie viande, parce que c'est du saucisson vietnamien, là. C'est du haram haram. T'as vu? C'est comme le Justin Hamidou, là. Leur vieux saucisson sans goût. Mais c'est bon quand même. Et puis, c'est ce que j'aime bien dans le banh mi et dans la cuisine vietnamienne, c'est cette transformation autant des mots que des concepts. Parce que banh mi, en vrai, c'est que les Vietnamiens ne savent pas prononcer pain de mie. Et oui, ils ont essayé de faire du français à leur sauce
Et du coup, c'est meilleur. C'est meilleur qu'un jambon beurre, quoi. Et ouais. Ce qui est cool, en fait, c'est de se dire que chaque chose, on peut les faire à notre sauce, en fait. Que tout se transforme. Soyons nos propres sauces. Est-ce qu'il y a un plat qui te fait te sentir chez toi? Ouais. Lequel? Le porc au caramel de ma mère. Ouais. C'est ce qu'elle te fait quand tu rentres à Bordeaux Ah, pas du tout. Elle me le fait quand je m'en vais. Mais allez, casse-toi. Mais ouais. Non. Ce qu'elle me fait souvent, c'est le loklak. Donc, ce plat national cambodgien. Même s'il y a une guerre avec les Vietnamiens, parce qu'ils disent que c'est eux aussi, le loklak. Mais oui. En fait, c'est vraiment fou à quel point l'humain est programmé lors de son enfance. Les 6 premières années de notre vie, en fait, elles programment tout ce que l'on va aimer, comprendre comment on aime. Et oui, ouais. Quand je te dis que l'humain est fou, en fait, et que cette machine est incroyable, c'est que tu vois, on a 2 yeux. C'est un œil pour regarder l'autre et un autre œil pour se voir dans l'œil de l'autre. On a 2 oreilles pour écouter ce que l'on dit et pour entendre ce que l'autre te dit. On a 2 narines pour aspirer et expirer. On a une seule bouche. Tu vois. Et tout ça, là, c'est au niveau du cerveau, au niveau de ce putain de disque dur, là. C'est relié par juste un fil, à chaque fois. Le nerf optique, le nerf auditif, etc. Et juste de te dire que toutes les informations que tu as sont condensées ici, les 6 premières années de ta vie, et vont s'ouvrir. Tu sais, ce moment où tu sens une personne et tu fais « Ah putain, tu sais, je suis bien avec toi » parce que ça me rappelle l'odeur que j'avais à mon grand-père, tu sais, cette histoire avec la Madeleine de Proust, ou ce moment où une musique, tu sais, te fait vibrer parce qu'elle te rappelle un moment de ta vie ou une émotion que tu as vécue à un moment de ta vie il y a longtemps. Des fois, tu te mets à pleurer pour rien parce que tu entends I'm a creep, tu vois, et tu fais ah ouais, putain, ça me rappelle quand j'étais adolescent, etc. Ouais. C'est ouf en fait. Ce putain de disque dur qui peut juste relâcher une information que tu avais enfouie, que tu croyais enfouie, mais qui est là, quoi. Donc oui, le loklak. Est-ce que tu as une dernière découverte que tu as faite récemment en lien avec l'Asie, que ce soit de la musique, une série, du cinéma, un auteur, peu importe? Alors le dernier truc, ça a été Squid Game, comme tout le monde en fait. L'année d'avant, ça a été Parasite. Qu'est-ce qui t'a plu dans Squid Game? Sébastien. Ce qui m'a plu dans Squid Game, c'était toute cette analogie sur ce monde. Ouais, quoi, tu sais, j'étais déjà dans cette réflexion là de possédant et de posséder. Et en fait, tu sais, moi, ma monnaie, elle est basée sur le temps. Elle est indexée sur le temps, en fait. Et se rendre compte, en fait, que en vrai, on vit tous à crédit. Et là, surtout en France, où notre président est un banquier. C'est-à-dire que depuis des siècles, en fait, on pose des crédits pour des trucs dont on n'a pas besoin. On a vendu nos autoroutes alors que c'est nous qui continuons de les vendre. On continue d'utiliser nos impôts, nos taxes, nos trucs
pour nourrir des présidents qui sont même plus en fonction. Quand tu vois qu'à l'Assemblée nationale, il y a des fois même pas 30 personnes sur les 500 pour voter une loi, alors qu'ils gagnent entre 6 et 18 000 euros de défraiement par mois. Je fais, mais pourquoi on se laisse douiller comme ça? Parce qu'on a tous accepté, en fait, de vivre à crédit. Et parce que ce monde est basé sur le crédit, en fait. Là, tu vois, on est tous en train de travailler et de cotiser pour des retraites parce qu'on se dit juste que, voilà, il y a un pourcentage de notre salaire qui va être donné à une caisse et on va pouvoir y accéder plus tard. On investit sur nous-mêmes alors qu'on n'a même pas confiance en cette caisse. Moi, je reçois des fois des mails de caisses de retraite d'artistes, de caisses de retraite d'auteurs, et qui me disent que je leur dois de l'argent. Mais niquez-vous, en fait. Je sais même pas si je vais vivre jusqu'à 50 ans après. Donc non, je ne vais pas vous le donner, cet argent. Je l'ai pas. Donc oui. Donc c'est ça qui m'a plu dans Squid Game. Banh mi, c'est une baguette française avec des ingrédients qui viennent d'Asie, un mélange. Si toi, tu pourrais ajouter un ingrédient à cette baguette française, ce serait quoi? Et par baguette française, tu peux remplacer le mot baguette par société future. Si tu devais ajouter un ingrédient à toi dans la société française, ce serait quoi? Je pense que je rajouterai pas un ingrédient. Si par une baguette magique, je pouvais enlever l'hypocrisie, je pense que le monde irait beaucoup mieux. Parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a tellement de faux semblants et de gens qui disent et qui ne font pas. Je prends pas que des politiques, tu vois. Je pense que la France et le monde iraient beaucoup mieux, en fait. Oui. Parce que tu vois, tu sais ce qui se passe en ce moment avec l'Ukraine, là. C'est exactement ce qui s'est passé en Irak, en Syrie, avec Kadhafi. C'est l'ingérence et surtout qu'on essaie de trouver des raisons pour faire la guerre. Alors qu'en vrai, il n'y a aucune raison pour faire la paix. On est toujours là à essayer de gober des justifications de guerre, alors que non. Viens, laisse les gens faire ce qu'ils veulent. Laisse les gens faire ce qu'ils peuvent. Et laisse les gens vivre à la place où ils sont, en fait. Pour qui tu te prends, Bush, pour aller dire qu'en Irak, ils sont malheureux? Pour qui tu te prends, BHL, pour dire que Kadhafi est un dictateur qui maltraite ses trucs? T'es qui? Occupe-toi de ta coupe de cheveux, remets un bouton à ta chemise et reste chez Watt. Écris tes livres que personne ne va lire. Ouais. Donc oui. Arrêtez d'être... enlever l'hypocrisie de ce monde, en fait. Boun, oui. Qu'est-ce qui te rend heureux aujourd'hui? De manger les dragibus gratuits. Non, ce qui me rend heureux aujourd'hui, c'est de me dire que depuis que je suis à l'écoute de moi-même, en fait, j'ai l'impression que les autres sont encore plus à l'écoute de moi. Et que chaque instant que je partage avec des inconnus ou des amis ou mes parents, c'est un instant qui est autant qui est passé, mais qui aussi fabriquera un autre futur. Tu vois, je reçois des messages de gens qui, des années plus tard, me remercient
de juste une discussion qu'on a eue. Tu vois, moi j'avais complètement zappé que je t'avais vu à Bangkok, tu vois. J'avais complètement, tu vois, j'ai été une de ces petites pierres qui ont fait que tu es là aujourd'hui avec Homme. Et ouais. Donc oui, juste de me dire que grâce au temps que il me reste sur cette planète, ben, je continue de pouvoir être un petit gravillon dans ce pont qu'on essaie de construire entre nous tous. Ben, ça me rend heureux. Que je suis à ma place. Point. Est-ce que tu as une musique avec laquelle tu voudrais terminer cet épisode ? C'est Dragibus en La mineur. Faut le faire plus longtemps parce que le générique il dure longtemps. Mais c'est pas grave, parce que c'est ça la meilleure musique. Le rire, tu vois. Pendant 2 heures, t'as pas rigolé, et là, c'est ça la meilleure musique. C'est le son de l'âme. Merci Boone. De rien. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Vous pouvez lui donner de la force en vous abonnant à Banni Podcast, en le partageant autour de vous et en lui mettant des étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Si vous avez des idées pour les invités, si vous avez des commentaires, vous pouvez m'écrire sur la page Instagram ou Facebook banni.podcast ou sur ma page perso Linda Nguyen. Merci aux 237 contributeurs du crowdfunding qui ont permis de lancer la saison 2. Merci à vous qui écoutez Banni Podcast, qui le partagez à ceux que vous aimez, et pour vos bonnes ondes, et à bientôt pour les prochains épisodes. Pour ne louper aucun épisode, abonnez-vous à Banni Podcast sur YouTube, Spotify, Apple Podcast ou votre plateforme de podcast préférée.